Oui. Oui, ça marche. Là, ça marche? Ouais, c'est rouge, tu vois. Ok, oui, J'ai t'as un raison. petit point rouge. On aura l'audio. Alors, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour notre déjà 3e épisode autour de Cet été qui chantait. J'ai avec moi Nathalie Labossière et Marie-Ève Fontaine, avec qui on va pouvoir tranquillement discuter du 2e mouvement intitulé Bernadette et le 3e mouvement dont j'ai déjà oublié le nom. Symphonie du vent. Symphonie du vent, merci beaucoup. On est d'ailleurs, pour situer un peu la date, on est à quelques heures de la première. Juste avant de démarrer sur les mouvements, comment est-ce que vous vous sentez? Super bien. Ouais. C'est la semaine dernière, on a fait une série de spectacles pour les jeunes et aussi une représentation pour aînés. Puis Ouais. le retour qu'on a eu était super positif. Et ça nous a permis de nous mettre à l'aise dans le spectacle, d'être confiants avec le matériel. Puis aussi, on a fait des superbes entrevues dans la dernière semaine. Il y a eu une critique qui est passée à Radio-Canada qui était vraiment dithyrambique. Alors, ça nous fait des petits... comment on dit ça? Ça nous fait un petit velours. Oui, puis du vent dans les voiles aussi, je dirais. Ouais. Moi, je suis vraiment reconnaissante. Je sens beaucoup d'appui, puis de joie, puis d'anticipation. Les gens ont hâte, puis les gens nous disent aussi, c'est ce que j'avais besoin après la pandémie. Ouais. C'est une espèce de moment partagé dans la quiétude et puis la contemplation. Peut-être pas la contemplation, mais un bon moment ensemble, paisible. Oui. Puis, tu sais, étant donné que ça fait tellement d'années qu'on travaille là-dessus, les gens qui sont proches de nous, ils doivent être pas mal tannés de nous entendre en parler. Là, ils pourront enfin voir le spectacle, puis savoir de quoi on parlait pendant toutes ces années-là. Alors, moi, ça va être comme un... Je sais pas si un soulagement, c'est pas le bon mot, mais une sorte de comme... Je sais pas, un envoi de cette belle chose dans le monde. Alors, on se sent vraiment bien. On a hâte, je pense, d'être dans le show, en fait. Ouais. On a hâte d'être dedans, Ouais. puis ensuite de le partager, finalement. De le partager. Chouette, je vais vraiment voir ce que ça va donner la première avec le public. Bernadette, est-ce que vous pouvez expliquer en quoi consiste ce 2e mouvement? Dans les grandes lignes, je ne dis pas forcément dans les détails. Quelle est la signification de ce titre de mouvement? Est-ce que ça peut représenter, par exemple? Bernadette, c'est le nom d'une des sœurs de Gabriel Roy. Alors, dans le cas de notre pièce, et dans la réalité aussi, mais c'est sa grande sœur qui va lui rendre visite à Petite-Rivière-Saint-François. Et c'est elle qui va finalement inspirer Gabriel à écrire ce livre-là. Parce qu'elle avait vraiment un talent pour saisir la joie dans les petites choses, à interpréter les choses avec joie, de dénicher la beauté dans son environnement. Et puis, je pense que c'est avec ces yeux-là que Gabriel a regardé Petite-Rivière pour être capable d'écrire Cet été qui chantait. Et donc, dans notre histoire, la visite de Bernadette est un peu comme l'élément déclencheur, si tu veux. C'est ce qui déclenche chez Gabriel une sorte d'approfondissement de son appréciation pour ce lieu-là, pour les petites choses de la vie, pour les moments partagés. Et donc, le 2e mouvement met en scène cette visite. Alors, elle arrive, et puis les différentes activités qu'elles vont faire ensemble, en toute simplicité. Et... c'est pas mal ça. Puis Bernadette fait ressortir vraiment des qualités, de la confiance chez Gabriel, comme, je dirais aussi, chez Émile, qui est un autre personnage qui est très présent dans le spectacle que j'interprète moi. Puis il y a comme une belle entente, une belle harmonie qui s'installe au contact de Bernadette entre Gabriel, Émile et puis Bernadette. Puis il y a une légèreté qui s'installe, puis ça va avec l'esprit qu'apporte
Bernadette. Il y a de la magie là-dedans. La magie peut-être, la magie qui peut se passer entre les humains qui partagent un bon moment, comme partager le thé ou jouer aux cartes ensemble ou voir des aurores boréales ensemble, ou bien Que finalement, ces choses-là sont loin d'être banales. Elles sont au cœur de ce qui constitue la vie, finalement. Et de reconnaître ça, puis beaucoup d'être dans la gratitude de ces choses-là pour mieux les apprécier. C'est peut-être ça, avoir le bonheur facile, hein? Tu sais, quand on dit de quelqu'un qu'il ou elle a le bonheur facile, je pense que c'est quelqu'un qui est capable d'être présent à ses cadeaux du moment. Oui. Émile, j'ai déjà vu le spectacle, j'ai adoré le personnage. Est-ce que Émile est un personnage fictif ou est-ce que ça a été vraiment un personnage que Gabriel Roy a connu? Je me suis posé la question aujourd'hui quand je répétais. Je pense que c'est... j'imagine, j'ai pas la réponse. Marie-Ève, tu en as peut-être une. Tu l'as peut-être rencontrée à Petite-Rivière. Non, je pense pas, mais... Mais je pense que, à mon avis, j'imagine que c'est un personnage que nous, on rencontre dans le livre. J'imagine que c'est un personnage qui représente les gens de la campagne, les gens de Petite-Rivière, les gens qui sont très près de la terre, très près du fleuve, qui en parlent comme ça fait partie de leur identité. Hein. Mais ta question permet de mettre le doigt sur un peu le travail dramaturgique que ça implique, l'adaptation d'une œuvre littéraire pour la scène. Il faut être vraiment sélectif. Je pense qu'on a déjà mentionné ça dans les épisodes précédents, que il y a 19 histoires, on les a pas toutes prises. On a fait un genre de remaniage pour créer une nouvelle histoire. Puis c'est la même chose un peu pour les personnages. C'est si on faisait vraiment une liste de tous les personnages qui sont dans ces histoires-là, on en aurait probablement une centaine. Alors que là, ici, ben, il faut considérer que chaque personnage, on doit les interpréter, on doit leur donner tout l'amour, l'attention, les placer dans le show. Alors, on en a vraiment fait une sélection. Puis, pour Monsieur Émile, je pense que c'est une sorte de... C'est comme un personnage synthétique qui représente tout le voisinage de Petite-Rivière. Quand moi j'y étais, il y avait des bonnes femmes qui cognaient à la porte du chalet parce qu'ils étaient curieuses de ce que je faisais là, puis qui me racontaient des histoires. Puis... Alors, il y a les personnages qui sont dans les histoires. Il y a réellement un monsieur Émile qui est très préoccupé par ses tomates, puis que les corneilles viennent manger ses tomates. Alors, j'ai pris ce nom-là. Et il y a l'histoire de monsieur Émile. Et mon histoire préférée à moi dans le livre, c'est la gatte de monsieur Émile. Alors, c'est quelqu'un qui est très, très attentionné avec sa terre et puis son petit, tous les petits coins de sa propriété, il en tire parti, puis il garde ça très propre, puis il est très travaillant, mais il est très jasant aussi. Alors, je pense que vraiment la base du personnage est venue de cette histoire-là, mais de l'infuser aussi avec les rencontres que moi j'ai faites là-bas, même à la limite. Peut-être que Pierre Robitaille, notre metteur en scène, c'est un peu Monsieur Émile, parce que c'est le roi des anecdotes. Oui. Alors, et aussi, je dirais, j'en parlais récemment avec des gens d'ici, des gens de Saint-Léon, d'où je viens, et puis je me suis retrouvée à un événement où j'en ai vu plusieurs, puis on m'a dit, comme ça, tu es dans une pièce au cercle, puis c'est qui ton personnage? Puis ils étaient étonnés, évidemment, hein? Et puis, on m'a demandé, c'est qui ton inspiration? J'ai dit, ben c'est vous. Hein? C'est vous. Il y a beaucoup de gens que j'ai connus, plus jeunes, moins jeunes, qui sont comme Émile. C'est des conteurs, c'est des gens qui aiment leur milieu, qui aiment leur communauté, puis ils veulent raconter ce qui se passe. Puis ils ont le tour de créer quelque chose d'intéressant avec eux, hein? Puis ce personnage-là, il va chercher encore une autre forme. Alors, on a la marionnette, le théâtre d'ombre, le jeu d'acteur, mais Émile est dans le conte. Alors, vraiment, être très imagé dans sa façon de raconter une histoire avec très peu de moyens, finalement, juste par la parole.
par les gestes. Et puis, Quelques objets. Et quelques objets à l'occasion. Mais Monsieur Émile, c'est définitivement un conteur. Est-ce que toi, t'es aussi, parce que finalement, toi aussi, t'as beaucoup inspiré le personnage, parce que tout le concret du mot, ça vient de ta bouche. Ouais. On a retranscrit finalement des improvisations. Oui. Fait Ouais. que toi aussi, t'as inspiré ce J'ai personnage. des petits embryons en devenir. Est-ce que l'histoire de la vache, c'est de l'improvisation ou c'est... L'histoire de la vache, C'est une bonne question. à l'origine, c'est probablement la scène que j'ai réécrit le plus souvent. Ah ouais. Puis il y a Est-ce que j'ai ri? Est-ce que j'ai ri? T'as aimé celle-là? Ah ouais. Parce qu'il y a un article du Free Press qui est sorti ce matin. Et puis, je parle dans cet article-là de moi, quand je suis toute seule puis que j'écris, je m'enfarge dans les fleurs du tapis. C'est-à-dire que je suis comme trop concentrée sur les détails puis je vois plus l'ensemble tellement. Alors, je travaille pas si bien que ça toute seule. Je suis meilleure en salle de répète avec d'autres gens. Puis c'est pour ça que, maman, ça a été bien que les mots sortent de ta bouche, parce que moi, je t'ai rendu vraiment dans le « Oh, est-ce que le « ah bon » devrait venir plutôt à la fin de la phrase? » ou que... Puis finalement, tu te rends compte que, ouais, pour moi, cette écriture-là est pas si pertinente. Vraiment, il faut que ça rentre bien dans la bouche de Nathalie, la conteuse, qui va jouer Émile. Alors, Est-ce que ça s'est vraiment passé? Bien, je ne sais pas. Probablement chez quelqu'un. Hein? Probablement chez quelqu'un qui aime les vaches, qui a des vaches, qui vit avec des vaches et puis qui a des moments d'impatience avec des vaches. Mais là, j'en dis pas plus. Ouais. ouais, J'en dis pas ouais, plus. ouais. Ce que je pensais que tu allais, ce que tu allais dire, Marie-Ève, c'est combien cette scène-là, il a fallu Ouais, on qu'on l'a cherché joue, pas mal. qu'on explore, qu'on la prenne de tous les sens pour voir comment on allait la mettre en scène. Ouais. Donc il a fallu plusieurs approches, plusieurs essais, j'ai l'impression beaucoup. Oui, puis c'est ça. Puis c'est que l'histoire de cette vache-là s'inscrit dans l'histoire de la gatte de M. Émile. Puis cette histoire-là est en quelque part symbolique de toute la pièce, parce que ça commence avec un trou de boîte que M. Émile, ça le tanne, ça. Il est pas capable de nettoyer ça, il est pas content. C'est quoi un trou de boîte? Un trou de boîte, c'est juste La un boue. trou avec de la boue. La boîte, boue, c'est juste... de la boîte, c'est de la boue épaisse. Puis, Un trou de c'est boîte. pas propre, tu sais. D'accord. C'est pas propre. Alors, ça le frustre au bout. Puis là, dans l'histoire du livre de Gabriel, ben mystérieusement, il y a une petite graine qui arrive là et il décide finalement de mettre une clôture autour de sa gatte pour faire plus propre. Puis, ben il va finir par mettre sa vache en pénitence là-dedans, puisque elle n'est pas du monde. Puis finalement, le fait qu'elle soit là et qu'il y ait des bouses de vaches un peu partout et qu'elle vient labourer la terre avec ses sabots, fait en sorte que la graine qui est tombée là, arrive d'on ne sait où, car c'est une graine de calmia qui est une fleur qu'on n'avait jamais encore vue à Petite-Rivière, elle finit par donner lieu à une fleur. Et puis, l'histoire, c'est que la gatte finit par être magnifiquement fleurie. Puis les gens du village viennent cueillir des fleurs là. Alors, l'histoire, il fallait donc placer l'histoire de Rouquette qu'on met dans la gatte. Il fallait inventer le scénario de pourquoi elle se retrouve là. Ouais. Parce que dans l'histoire, c'est vraiment une petite phrase sa vache qui se comportait pas ce matin-là a été mise dans la gatte. Puis là, crime, toute la scène, finalement, c'est prendre cette phrase-là puis l'étirer en une scène, tu sais. Mm-hmm. C'est vraiment ça. Puis même la gatte, tu sais, je pense à notre processus sur les 5 dernières années, là, puis... Bon, ben, on est sur une scène, on n'est pas dans un lieu concret, naturel, où on se trouverait ce trou malheureux sur un terrain formidable. Revenons à la vache, pour être plus concret. Je vous écoute sur la vache. Je vous écoute. Début pandémie, Marie-Ève avait prévu de nous rassembler. On était 5 artistes pour l'aider à étoffer des scènes.
Et puis, début pandémie, on voyage pas, on reste chacun dans notre bout de pays. Pierre à Québec, Marie-Ève à Ottawa, Gérald, puis Denis ici. Puis moi, je suis au territoire du Nord-Ouest, à Yellowknife. On va se faire un laboratoire en ligne. Ah ben, là, on avait des doutes. Hein? Un laboratoire en ligne, En ligne. c'est-à-dire? Un laboratoire de création, c'est une occasion pour justement prendre une petite phrase puis créer une scène. OK, alors comment est-ce qu'on va? Ouais. Alors, c'est de brasser des idées créatives, c'est de décider, OK, essayons ça. OK, dans quelques heures, on va l'exécuter, on va voir ce que ça donne. Ah, ben, on pourrait peut-être garder ça, mais on va laisser ça de côté. Donc, on est en train de construire de toutes pièces. On explore, on prend des décisions, on étoffe un texte. Mais là, on était à distance, chacun dans notre coin de pays. Et puis, Marie-Ève apporte l'idée de la gatte et de la vache. Puis là, ben oui, mais comment est-ce qu'on va représenter ça sur une scène? Puis l'idée aussi, c'était de voir, ben, est-ce qu'on peut le faire en marionnette? C'était ça ton pari, toi. C'est de dire, bien, ce lieu en échelle véritable, ça serait dehors, ça serait sur une grande ferme, ça serait... Mais alors, comment est-ce qu'on fait ça ici? Alors, tu disais marionnette. C'est ça, la l'avantage solution. de la marionnette, c'est de pouvoir jouer sur l'échelle. Alors, si ta vache est petite comme ta main, ben là, tout d'un coup, on peut représenter la gatte sur une table. Alors, c'est ça. Comment est-ce qu'on peut représenter ça sur une table? Oh! Alors, moi, j'ai dit, on va utiliser ce qu'on a à portée de main à la ferme, des patates, des pommes de terre. On va puis on va construire quelque chose. Alors, j'ai dit, je prépare quelque chose pour cet après-midi, en ligne. Hein? Ouais. Tout le monde est en ligne. Puis, OK, Nathalie, toi, tu vas faire ça. Moi, je vais faire un livre qu'on va ouvrir qui va déployer une espèce de ferme. Et puis, une autre personne, je pense Gérald, allait déployer un son de ferme avec des carillons, puis on entend l'église au loin, on entend le village. Donc, chacun allait apporter quelque chose pour construire cette scène-là. Puis, ça commençait avec des patates. Puis là... C'était vraiment le fun comme idée parce Ouais. qu'on t'est rendu que M. Émile arrivait avec un seau de patates, mais Gabriel n'était pas là. Puis là, pour se désennuyer, il se mettait à jouer avec ses patates, puis il trouvait un cure-dent, puis là, il en mettait deux ensemble, ça faisait une petite tête. Puis là, il se mettait à s'estiner avec la vache. Puis c'était vraiment le fun, mais c'est tellement un environnement ténu parce que est-ce que vraiment M. Émile irait s'installer dans le chalet de Gabriel puis jouer avec ses patates? Il y a comme une limite du suspense of disbelief. Tu sais, il y a des choses qui sont comme... C'est comme pas tout à fait approprié. Non. Soit dans la réalité de la situation ou parce que... tu sais, il y a des fois où je me disais, ben, est-ce que là, on peut être dehors à ce moment-là? Puis Pierre résistait parce qu'il disait, ben... Sauf que là, on a toujours agi comme si ça, c'est l'intérieur du chalet. Alors, comment on montre que tout d'un coup, on est dehors? Alors, c'est tout un travail de comment faire cette espèce de transition de lieu. Tu sais. Oui, ça, Pierre a été vraiment un très bon gardien de la perspective de l'auditoire. On ne veut pas les perdre. On ne veut pas les perdre dans notre imagination. Ouais. Le personnage de Bernadette est incarné par la marionnette. Je suis très curieux de savoir comment se joue cette relation, tu sais, entre Gabriel et Bernadette, et donc une sorte de relation entre un personnage qui est entre guillemets humain, dans la pièce de théâtre, hein, j'entends, et l'autre personnage qui est marionnette en fait. Est-ce qu'il y a eu des défis que vous avez pu rencontrer sur comment est-ce que l'une s'adresse à l'autre, comment est-ce que Bernadette est représentée sur scène avec le décor, les jeux de lumière, même derrière le décor que vous disposez derrière avec vos jeux d'ombre aussi, même la musique avec Gérald. Il y a un enfant l'autre jour qui a posé cette question, qui dit « Pourquoi Bernadette est une marionnette? » Puis c'est une très bonne question. Puis, je pense que ce qui m'intéresse dans le fait qu'elle soit une marionnette et dans cette question, c'est que je ne connais pas entièrement la réponse. Évidemment,
il y a quelque chose dans le fait que la marionnette représente une vieille dame qui est malade, qui est frêle, et déjà, elle est petite. La marionnette est petite par rapport à nous. Alors, déjà, ça implique qu'on doit, en quelque part, prendre soin d'elle. On doit être délicat avec elle. Ouais, on sent sur scène, il y a toute cette légèreté, en même temps très Une tendresse. précis. Ouais, c'est ça, une tendresse. Ouais. Vraiment une attention très sincère envers cette petite chose qui est seulement vivante si on lui insuffle la vie. Alors, il y a comme une cohérence dans cette relation-là où, pour animer la marionnette, on doit lui donner notre attention et, par extension, notre amour. Et puis, avec Bernadette, c'est entièrement le cas où c'est ma sœur. Alors, je suis heureuse de la recevoir. C'est moi qui l'ai invitée. C'est comme si on amenait notre grand-mère à aller voir quelque chose, puis il faut lui donner son petit bras, puis il faut prévoir ça va lui prendre une chaise avec un dossier confortable, puis c'est un peu les mêmes considérations pour la petite marionnette. Puis je pense que ce que je veux dire par l'espèce de mystère, c'est que moi, je suis pas sûre qu'est-ce que ça fait dans la tête des spectateurs quand moi, je suis en dialogue avec la petite. C'est comme, moi j'y crois, ça marche pour moi, et je pense que ça marche aussi, mais je sais pas dans quel sens. Puis je pense que c'est cette ambiguïté, puis la multitude des couches de sens possibles que les gens accordent à cette image qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup avec les marionnettes, c'est que c'est un pont entre moi comme artiste puis l'auditoire. Dans le sens où je peux moi, injecter le mouvement, puis le souffle, puis les rondeurs d'un personnage dans une marionnette. Mais c'est ce que va faire le spectateur aussi. Et puis toi, tu peux penser à ton expérience. Tu sais que c'est une marionnette. Puis quand tu la vois agir dans le spectacle, c'est ça, hein, ouais. Tu y crois. Ouais. Et c'est ça, c'est que toi, tu t'investis aussi. Comme spectateur, on s'investit dans une marionnette. Puis c'est là où elle est un pont. Alors, sans l'artiste, bien sûr, mais et sans le dialogue avec le spectateur, la spectatrice, cette marionnette, elle n'a pas son sens. C'est ensemble qu'on lui donne son sens. Parce que comme spectatrice, si je vois une marionnette qui agit d'une telle façon, ça vient chercher quelque chose dans mon humanité. Ça vient ouvrir un petit peu ces liens affectifs, ces liens émotifs que j'ai avec cette scène-là. Donc, c'est d'autant plus riche, je pense, que je dis pas que les comédiens, les comédiennes font pas ça, mais je pense qu'une marionnette nous happe pour que on s'investisse davantage dans l'histoire à travers elle. Quand j'avais assisté à une des représentations, c'était une matinée scolaire avec des enfants qui avaient justement soulevé ce sentiment d'attachement et presque d'appartenance aussi envers la marionnette. Mmh. Et il y en avait un, je crois, qui mentionnait que ça lui faisait penser à sa grand-mère à qui il prenait soin, je crois. Mmh. Je trouvais ça assez touchant. Mmh. Les décors du mouvement 2, est-ce qu'il y a des particularités par rapport à ce mouvement dessus? Quand je dis décor, c'est aussi le jeu de lumière. Oui. Je mentionnerais peut-être la boîte aux lettres, qui est un élément vraiment le fun parce que toute la communication qui vient de l'extérieur arrive par la boîte aux lettres. Et, surprise magique, dans le deuxième mouvement, je devrais-tu pas le dire? Non. OK, je vais pas le dire, mais je veux juste... je plante cette idée que la boîte aux lettres est symboliquement, métaphoriquement, le véhicule de l'information qui arrive de l'extérieur. Alors, je pense que la boîte aux lettres, c'est une clé de la deuxième partie. Et peut-être aussi, il y a comme quelques petits
gugus, vraiment le fun, comme à un moment donné, moi je fais le ménage en préparation à la venue de ma sœur, puis je sors un chemin de table, et puis alors je dresse la table, et ce chemin de table-là va finir par être un sentier qu'on suit pour traverser la forêt. Et puis, ouais, tout ça a été pensé par Denis, puis je pense que c'est des petits éléments comme ça, puis l'accumulation de plein de petites surprises comme ce chemin de table. Il faut venir voir le spectacle pour savoir de quoi je parle. Mais c'est l'accumulation de tout ça qui fait qu'à la fin, on est un peu... Wow! On est un peu surpris de ce qu'on vient de voir. Parce qu'il y a quelques... OK, s'il y avait 2-3 petits trucs magiques, c'est... Ah, c'est cool, tu as le temps d'y réfléchir, mais quand il y en a un après l'autre, tu n'as pas le temps de savoir exactement comment c'est fait. Alors, c'est ça qui fait qu'on trouve ça magique, tu sais. En 1 heure, on a assisté à toutes ces... C'est ça, c'est 1 heure, mais moi, j'ai pas eu l'impression que c'était 1 heure. J'ai l'impression que c'était à la fois beaucoup plus qu'1 heure et en même temps que c'était très rapide parce que tout s'enchaîne assez vite, mais lentement, en fait, à la fois. C'est simplement moi qui a eu cette impression-là, mais où tu as le temps quand même de voir le décor défiler, mais il y a beaucoup de décors différents qui s'enchaînent quand même. Et je sais pas si tu as quelque chose à rajouter là-dessus, Nathalie. Bien, je veux pas être divulgacheuse. je veux pas être... J'aime mieux qu'on s'en tienne à ça, puis qu'on laisse à chaque spectatrice, spectateur de décider là, quelle partie de tout ça là, va compter pour elle. OK. Ouais. Bah, je propose qu'on s'arrête pour cet épisode, et puis comme ça, on va pouvoir passer au dernier. C'était Le Café Molière, un balado du théâtre Sarc Molière en collaboration avec la radio Envol 91 FM. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez également retrouver l'ensemble de nos épisodes sur les plateformes d'écoute en ligne et sur sarclemolière.com.